Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Donc le Watergate, les Panama Papers. C'est ça, si si ferme tu ma veux. gueule. Si t'as des choses à dire. Ah, c'est joli ici. Non mais c'est rare de faire des podcasts dans des conditions professionnelles. Ah, mais tu me connais un peu maintenant. Parce que moi, tous Tu les sais podcasts que j'aime j'ai bien faits quand chez les copains, oui, c'est et un que peu... j'adore, mais c'est dans des... T'es sur leur lit, quoi. C'est dans des salons. Tu peux te libérer tranquillement. Tu as du c'est gel. un studio, ça me donne envie de vivre ici. Non, mais tu sais, d'annoncer que je vais me présenter à la présidentielle, quoi. Il y a un truc Très organisé. Ouais, il y a un truc très feutré, j'ai l'impression que t'es Oprah, quoi. Waouh. Je t'ai fait un compliment, oui, là. Oui. Là, je peux. Là, pendant 3 mois, je suis T'es humble. refaite, Je suis Bah, humble. écoute, ça me fait plaisir. Ça sera mon premier cadeau en tant que présidente. Et j'ai mis un peu de fleurs d'oranger. Je sais pas si tu le ressens. Écoute, c'est un riad souterrain, c'est incroyable. Non, mais il y a des mini Perrier. Tu sais, je trouve que le summum de la classe, c'est les trucs de mini-bar. C'est les boissons version mini. Les tout petits coca. Je trouve que c'est d'une élégance. Ah bah, et en verre. Et en verre. Et parce qu'on s'en fout. Parce qu'on n'est pas là pour broyer de la canette. Et je vais pousser le vice plus loin. J'ai l'impression que ça n'a pas le même goût. Non, ça n'a pas le goût métallique. Que c'est meilleur. Bien sûr, ça a le goût des années 20. C'est la prohibition. C'est incroyable. En tout cas, on est bien, là. Mesdames et messieurs, j'aimerais, s'il vous plaît, vous présenter Morgane Cardignan. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Plaisir partagé, Cadignan. Tu fais ce que tu peux. Cadignan, non, pardon. Mais, Amel Charbon. Il y a alors, pas non. Je t'explique. On coupera rien. Je t'explique combien de fois, là, il y a la productrice de l'émission qui est là. Clem, je te l'ai dit combien de fois avec le R? 40 mais fois. Oui, je sais. Et là, c'est écrit quoi? Cadignan. Mais non, tu mais sais, c'est comme ça, écoute. Non, voilà, tranquille. Pas de hard feeling. Ouais, c'est ouais. vraiment, t'es pas du tout la seule. Ils disent Cardignan? Ah ouais, Mais pourquoi? Cardignan, Cardigan, Mais c'est je sais pas. Mais je crois que même mes parents se trompent même parfois. Mais Enfin, arrête tes conneries. je sais pas, on veut me foutre d'air Du dans R. mon nom. Qu'est-ce que tu veux que je te... C'est pas grave. On en a fait presque une réunion. Hein. C'est vrai. Non, mais je te jure. J'ai failli te dire oula, mais oula que c'est vrai. On en a fait une réunion. Écoute, en tout cas, je suis ravie de te recevoir. Mais moi aussi. Ça me fait vraiment On plaisir. n'arrête pas de se croiser, de se décroiser. Ouais, et on traîne pas ensemble, on se connaît pas tant que ça, mais je sais pas pourquoi. À chaque fois que je te vois sur un plateau, je suis super contente. Moi aussi. Vraiment. C'est un visage ami. Ouais. Je vais toujours... Ouais. Ok, cool. Ça, c'est cool, Terrain elle est là. pas miné, ouais. Putain, j'ai exactement le même feeling. Je me dis, c'est cool, j'ai une alliée. Ouais. Même le fait d'être à côté de toi et tout, ça me détend, je suis super contente. Ah, merci. Mais tu sais, j'en parle, et je sais qu'on en a parlé hors podcast, sur un plateau où on s'est croisés, et que j'en parle dans tous les podcasts, mais c'est vraiment un truc auquel je tiens. Je trouve que dans le stand-up, qui est un milieu où on dit facilement, ouais, il y a de la compète, machin, bon, soit peut-être, mais je trouve qu'entre meufs, on a quand même réussi à garder ce petit truc de sororité. Je trouve que ça se tire pas dans les pattes entre nanas dans le stand-up. Ouais, je trouve aussi. Tu vois ? En tout cas, à chaque fois qu'on se voit, alors est-ce que c'est parce qu'on est peu nombreuses et qu'on se dit on n'est pas beaucoup et on est tellement toutes différentes les unes des autres aussi. Peut-être. Donc il y a pas de souci quoi. C'est ouais, peut-être. C'est très mais agréable. C'est assez doux, ouais. Est-ce que tu te rappelles la première fois où on s'est rencontrés ? Ouais. La toute première, hein ? Ouais. Pour moi, c'est au Jardin Sauvage. You got it. Ouais. You got it, girl. Ouais, mais moi, je faisais pas du stand-up depuis longtemps. J'étais un petit peu impressionnée, quoi. Arrête. Bah, je me dis, tu vois, toi, Meuf, t'étais dans la saison 1 du Jamel Comedy Club. Moi, je fais ça depuis 3-4 ans. Donc là, ce truc dont on parle, ça doit bien faire aller 1 an et demi, 2 ans. Ça permet de jauger ton niveau. Et je me suis dit, franchement, je suis sur des plateaux. Enfin, je partage des line-up avec Amel. C'est chambé, tu vois, ça veut dire que t'es plus dans la case débutant. Donc, putain, et moi, j'avais la pression inverse. J'avais arrêté depuis 6 ans. Oui. J'arrive, je te vois, je sens que ce plateau-là, c'était un plateau où tout le monde se connaissait. J'étais un peu en panique. Je me suis dit, oh putain. Parce que merde. tu testais en plus, non ? Et je testais, ouais, je me disais, complètement oh là là. test. Mais c'était hyper agréable et je me rappelle clairement de ce moment. On a échangé quelques mots et c'était hyper agréable. C'était chambé et ce lieu est tellement bienveillant et tellement... Enfin, j'encourage tous les gens, mais même les gens qui se lancent dans le stand-up à y aller,
Ouais, c'est très doux pour commencer et c'est pour ça que j'y vais très souvent. Ça s'appelle le Jardin Sauvage. C'est une péniche, en fait, où il y a un restaurant et au sous-sol, c'est une petite salle de spectacle avec une jauge de, je sais pas, une centaine de personnes, c'est ça? Ça peut accueillir à peu près ça. Ça fait tellement longtemps qu'on est en Covid que je ne sais même plus les jauges normales. Ouais. À peu près, 80 tu vois. 100, ouais. Et l'équipe est mortelle, les serveurs, le patron est chambé. Wafik, on t'embrasse. C'est une crème. Il y a Marie, qui est souvent là-bas. Ouais. Marie qui avait un Desrolles. plateau. Voilà. Et je sais que, alors Shirley, avant d'avoir monté le Barbès, Shirley, qui est elle stand-upeuse. Ouais, Shirley Soignon. Et elle avait tout redécoré, mais vraiment de sa main, quoi. Tout le petit aménagement sur scène, il y a un bureau, des tapis, ça fait un peu chambre de stand-upper. Il y a des CD, des tabourets, des trucs. Elle est douée, Shirley Soignon en déco. Et je me demande si elle n'est pas encore plus ou moins la directrice artistique du lieu, ou enfin en tout cas il y a eu un délire comme ça. Il me semble. Et il y a Marie Desrolles qui est beaucoup, mais que des gens qu'on aime. Ouais, et je trouve que c'est le meilleur endroit pour se tromper. Ouais. C'est-à-dire, personne te jure, personne te regarde, tu peux essayer tout et n'importe quoi, on s'en fout, tu peux bider, et tout ira bien. Ah ouais, mais moi j'ai fait des plateaux là-bas où j'ai bidé, mais j'avais quand même des énormes rires gras du mec à la régie et de tous les autres humoristes derrière. Et meuf, tu le sais, c'est tellement rare quand personne rigole d'avoir juste un banc d'humoristes qui se force, parce que parfois c'est, tu vois, nous à la radio en chronique on le fait, tu t'exagères un peu pour envoyer un peu de force et donner du soutien. C'est rare quand t'as 5 humoristes côte à côte qui le font du fond de la salle. C'est très très rare. C'est pas partout. Non, c'est vraiment très rare. Jamais, ouais. D'ailleurs, donc tu as une chronique radio sur France Inter tous les jours. Ouais. Tous les jours. Je sais pas quand le podcast sortira, mais en tout cas, oui, actuellement, tous les jours. Du lundi au vendredi. Ouais. Et en plus, ces moments-là, on peut les retrouver isolés en podcast aussi. Ouais, maintenant, comme on est dans une formidable époque où la radio est filmée, moi, j'ai toujours rêvé de faire de la radio parce que je me suis dit, tu sors de ton lit, tu te brosses pas les dents, tu te fais un kiki sur la tête, on s'en fout. Et là, les mecs t'ont foutu des caméras partout dans le studio et il y a ta grosse tête sur YouTube tous les putains de jours et je suis là, mais pardon. Je dois me coiffer, putain, je dois mettre du terracotta. Je voulais y aller avec le pot de pêche, tu vois, genre je fais mon papier, je retourne me coucher, on est dans les années 70 ou pas? Non, pas du tout, et c'est complètement... Bon, là, ça va, il y a le masque, donc tu fais un effort sourcil. Mais non, ouais, donc il y a complètement le podcast et les vidéos sur YouTube, et c'est dingue le nombre de gens qui n'écoutent pas les émissions en direct et qui les écoutent, enfin le boom du podcast. C'est fou. Et est-ce que ce rythme-là, donc tu es auteur, est-ce que tu écris toute seule ou tu écris à plusieurs? Parce que tous les jours, c'est très dur. Écoute, j'écris toute seule parce que j'ai commencé en septembre, j'ai commencé le 24 août en étant prévenue que j'allais faire cette chronique. On me l'a proposé genre le 9 août. Ouais. Donc moi, je suis quand même quelqu'un d'assez... je suis pas... C'est ce côté-là, pas stand-up chez moi. Je suis pas wild à écrire les trucs au dernier moment, à les tester sur un bout de papier. J'ai quand même un petit syndrome première de la classe. Je suis quand même assez studieuse parce que je suis très stressée et je suis très traqueuse. Donc j'ai besoin que les choses soient prévues. Donc j'avais passé tout mon été à un peu prévoir le rythme que j'allais avoir sur toute l'année qui allait suivre. Bon, après, il y a eu le Covid et quoi qu'il, tout a été chamboulé, j'ai pas joué, machin. Mais on m'a proposé la chronique le 9 août et je me suis dit, ah ouais, ça veut dire qu'à partir du 24 août, ma vie, en tout cas, le rythme de ta vie quotidien, va être totalement chamboulé. Il n'y a plus rien à voir. En jouant le spectacle 3 fois par semaine, je me suis dit, mais comment je vais gérer tout ça? Et à un moment, je me suis dit, bon, faut y aller. Donc on y est allé et je me suis dit, bon, quand même, à un moment, il me faudra des co-auteurs parce que moi, tu me disais chronique quotidienne, 5 papiers par semaine. J'avais déjà des potes, tu vois, les Guillermo, les Agnès Surstel, les Fanny et tout. Quand je les voyais galère sur un papier par semaine, je me suis dit, moi, j'en ai 5. Bon, allez, je vais me faire une armée de 10 co-auteurs, mais un peu d'orgueil quand même. Je vais essayer, je vais commencer toute seule. Ouais, septembre, décembre, paye-toi l'orgueil d'essayer de le faire solo jusqu'à Noël. Parce que la quotidienne, je pense que c'est très différent de la chronique hebdomadaire, où je pense que leur exercice est peut-être plus dur à la limite. C'est que moi, j'ai une rubrique, et moi, c'est très centré sur l'invité, donc ça te file un cadre, et ça te file une mécanique. Donc une fois, au bout de 2-3 mois que tu as trouvé cette mécanique, ça roule, finalement. Ça roule pas tous les jours. Il y a des semaines où le lundi soir, t'es là, oh là là, encore 4. Et puis, tu sais, t'as des invités qui reviennent en plus, donc c'est... Il y en a il y en a des moins bonnes, des plus bonnes, des meilleures, pardon. Bien sûr. Après, j'ai essayé dans les gens qui me suivent, qui sont pas forcément des gens du stand-up, mais dans mon entourage très proche, de potes, j'aurais dit, écoutez, regardez pas toutes, mais essayez de vous en faire 2-3 par semaine.
Et moi, j'ai la tête dans le guidon, je m'en rends pas compte, mais dites-moi un moment où ça baisse de manière très significative. C'est-à-dire que c'est mon pote Alexandre Vizorek, qui fait de la radio depuis des années et qui m'a donné ce conseil génial et qui m'a vraiment déstressée. Il m'a dit, quand t'en as 5, si t'en as une très bonne par semaine et que t'en as une très mauvaise, si les 2-3 autres sont sur un rythme de croisière normal, ça passe. Il faut que t'en aies une ou deux très bonnes pour te permettre que tu fais ton petit équilibre. Donc c'est un truc de rythme de croisière. Donc il y en a qui sont... très bien, pas parce qu'elles sont mieux écrites, mais parce que ce jour-là en studio, il y avait une meilleure ambiance, que l'invité répondait vachement, parce que... Et souvent, ça répond... Enfin, celle que j'ai publiée, je dois avoir publié sur mon Instagram, celle de Kairon, et celle avec Yann Kojandi. Parce qu'en général, quand c'est des humoristes, ça rigole fort, c'est bons camarades, c'est vachement... On connaît tellement l'exercice, quoi. Ouais. Puis t'as quand même, on va pas se mentir, t'as vachement plus de retours que quand tu chroniques Isabelle Huppert, qui est là... mais qui sont des gens, en plus, qui ont 40 piges de carrière. Des chroniqueurs... Et puis ils font pas exprès, en fait, s'ils sont... Je sais pas comment dire. Non, et puis tu vois, les mecs, ils sont en promo, donc elle va faire Inter, Europe 1, RTL, TF1, M6, donc elle va croiser 15 chroniqueurs qui vont faire 15 fois la petite blague sur le film, que des mecs qui ont un peu moins de carrière ou qui ont plus galéré, qui sont là, où c'est le même exercice, voilà. Et est-ce qu'on fait des bides en radio, comme sur scène? Est-ce que tu t'as déjà senti un bide? Mais tu sais, un bide, quoi. Bah, c'est hyper... Où les murs tremblaient. Ouais, il y en a eu un ou deux, mais c'est pas... En fait, c'est pas vraiment... Là où c'est pas la même sensation? Non. Et là où c'est hyper injuste, c'est que quand tu fais un bide, quand t'es dans un plateau où il y a 100 personnes, et que, pour moi, le bide total, c'est qu'il n'y a pas une personne qui te décroche un sourire. Vraiment le four. Il n'y a pas... tu sais, il y a les semi-bides où ça a fait rire un petit groupe de meufs, t'as réussi à les choper. Là, c'est quand on entend la mouche voler. T'entends la mouche voler. Fou. Et ça, quand ça arrive en plateau dans le stand-up pur, si t'as zéro rire, c'est vraiment que ta blague était pas drôle, fin de l'histoire. Là, ce qui peut être très frustrant en radio, c'est que parfois tu fais un bide, mais juste parce que la blague est drôle, mais les gens autour de la table sont en train de régler un truc avec la régie, reçoivent un message, sont dans leur papier de leur question d'après, sont en train d'installer l'invité qui va faire un live à la guitare. Donc, t'as des trucs parfois où tu lèves la tête de ton papier et t'es là, ah yes, personne ne m'écoute. Et quand même, je veux pas leur jeter la pierre parce que c'est très rare et qui sont quand même très bons camarades. Nagui, Leïla Kadour, qui est une crème, honnêtement, en quotidienne sur 1 an, il y a quand même, on va pas se mentir, plein de fois où tu te retrouves un peu à faire la même vanne, ou en tout cas le même mécanisme de vanne. Donc elle la voit arriver à 10 km et elle rigole quand même. Et elle rigole pas dans sa manche. Ils sont solidaires, quoi. Ouais. Et en plus, t'as les autres humoristes, t'as Jérémy Crédville, t'as tous les copains autour, donc qui sont solidaires, mais il y en a 2-3, et parfois ça tombe sur des vannes, parce que comme moi, la rubrique, c'est « je n'aime pas ». Donc parfois, je fais des vannes un peu acides sur l'invité. Et quand t'as fait une vanne, déjà, t'y allais la jambe un peu tremblante. Parce que tu te dis, celle-là, s'ils me soutiennent pas... je vais me sentir seule. Le mec, je lui fais une vanne tellement méchante. Et il y en a une ou deux qui n'étaient pas d'une violence telle que je les ai en tête, mais où je me suis dit, mais bon, là, je me suis cramée. Bon, lui, jamais je jouerais dans son film. C'est marrant. Tiens, ça m'intéresse, ça. Est-ce que... Donc, tu as fait une école de pub, tu as fait des études. Après, tu t'es dit, je vais m'essayer au stand-up, à l'humour. Ouais. Mais est-ce que tu as des velléités d'actrice? Est-ce que tu as envie de jouer l'actrice? De moins en moins. Au départ, il y avait eu ça. Ah non, honnêtement. Parce que tu as fait une école de théâtre un peu classique. J'ai fait le conservatoire. Voilà. Et c'est un truc que je vais réussir à te dire très honnêtement maintenant. Mais que je n'osais pas trop dire au début. À la base, j'ai commencé le stand-up en me disant, c'est une porte d'entrée. Il y en a plein comme ça aussi. Ouais. Mais vraiment, j'en avais rien à foutre. C'est-à-dire que j'étais là, je ne veux pas faire ça. Allez, limite, je vais me forcer. Ok, je vais faire un spectacle, je vais faire 2-3 plateaux, ça va m'entraîner, machin. J'y allais vraiment à reculons. Il y avait aucun kiff. Et je me suis fait prendre au jeu comme une immense conne. Et j'en suis absolument ravie parce que je me suis prise à mon propre piège. Et merci pour ton honnêteté, c'est chouette. Mais au début, c'était mon ex à l'époque. Enfin, le mec avec qui j'étais, il me voyait passer des castings et être déprimé. Il m'a dit, en fait, quand tu vas passer un casting pour une pièce, une grosse pièce qui va jouer à la Colline, à l'Odéon ou pour un gros film, il y a trop de décisionnaires entre le rôle et toi. Ça dépend du mec qui finance, ça dépend de la chaîne, ça dépend du casteur. Le stand-up était un truc tellement direct. T'as un truc à dire, écris-toi tes rôles, en fait. T'as des trucs à dire, écris-toi la partition et va la jouer. Sauf que moi, j'ai pas de pote réel et tout. Donc, le vecteur le plus direct, c'était le stand-up. Et assez vite, en 3 semaines, j'ai compris que
C'était une petite Je me drogue. suis dit, ah merde. Ouais, con. ça commence à... Ouais. Ouais. Donc j'ai pas de velléité d'actrice. Si ça arrive, comme toi, tu t'en fais. Je pense que c'est un milieu qui m'intéresse et que bon, ça, je vais sûrement arriver à faire des bébés rôles et tout, mais bébés rôles, c'est trop mignon. Non mais comme toi dans Carrément Craignos, tu vois, maintenant j'ai envie, si je tourne, j'ai envie soit de tourner pour des trucs que j'ai écrits, soit de tourner pour avec des les potes des potes kiffer. qui portent des trucs et défendent les trucs de mes potes. J'ai plus du tout le rêve d'avoir la carrière de Mélanie Thierry et de courir les castings pour jouer pour Jean-Pierre Jeunet ou tel grand réal. Maintenant, franchement, c'est cool de le voir comme ça. C'est génial, mais parce que t'écris tes trucs. Ouais. T'es pas une actrice, tu t'attends pas après, t'écris tes choses. Toi, tu kiffes faire l'actrice? Ouais. Oui, j'aime bien, mais comme tu le dis, j'aime encore plus quand c'est des potes, quand ça me parle vraiment, quand il y a un vrai... à mon âge, maintenant je suis une vieille personne, je choisis que les trucs de poteau et des trucs... tu t'endors pas le soir avec un rêve de Palme d'Or, quoi. Non. Tu reçois pas des Césars sous ta douche. Et non, mais voilà, j'ai envie de gaulerie, quoi. Ou j'ai envie de gaulerie, ou défendre un propos intéressant, ou... Et c'est très libérateur de penser comme ça, parce que tu n'attends rien, et puis t'es pas ni frustré, ni aigri, puisque t'es en accord avec toi-même, donc c'est très bien. Et t'es peut-être meilleur derrière la caméra, puisque tu tournes pour tes potes. Ouais. Tu tournes pas pour un mec que t'as jamais rencontré, t'as été recruté par 3 casteuses qui t'ont à peine dit bonjour. Moi, j'ai passé des castings, j'ai des copines qui ont passé des castings. T'es là, humiliation. mais bonjour, quoi. Déjà, la base. Bonjour. Parce qu'en général, meuf, en fait, je viens passer un casting. Crois pas que je suis sur mon canapé toute la journée à toucher des droits et de la thune. Non, j'ai posé une demi-journée dans mon job alimentaire que je vais rattraper sur un dimanche matin pour le passer, ton putain de casting. Et t'arrives... Oui, non, mais le texte, c'est pas la peine, on va juste prendre en photo vos mains. T'es là, mais j'ai appris. J'ai appris, casting de Versailles, t'es là. Meuf, j'ai tout regardé, les secrets d'histoire sur Louis XIV. J'ai imprégné, je me suis fait la galerie des glaces tout le samedi après, le RERC, Versailles Rive Gauche. J'y suis allée et là, tu me dis, non, vas-y, je prends une photo de toi de profil, juste pour voir si t'as les boobs pour rentrer dans le corset. Bordel. Ouais. Mon meilleur casting, et je pense que ça va te faire marrer, moi, je suis antillaise d'origine. Ah, mais alors, c'est ça, parce que sur nous sommes amis sur Instagram, et souvent la Guadeloupe revient. Je me suis dit, est-ce que, au début de loin, je pensais que t'étais rebeu, sans te connaître. On n'arrive pas trop à déceler, et je me suis dit que t'étais... je suis anti... Et en fait, je suis Ton moitié... papa était guadeloupéen. Martiniquais. Alors, Martiniquais. L'histoire est assez drôle. Enfin, c'est l'histoire. Mes grands-parents, donc, sont martiniquais. Ok. Ils ont vécu en France. Ils ont eu mon père métropole. En métropole. Okay. Et après, au moment de se refaire remuter dans les îles, au lieu de repartir en Martinique, ils sont allés en Guadeloupe. Donc moi, j'ai toujours connu la Guadeloupe. Mon père a été scolarisé en Guadeloupe, donc on a toujours dit qu'on était guadeloupéens, mais le sang, il est martiniquais. Il est martiniquais. Les gens sont enterrés en Martinique, on a des tantes en Martinique, mais j'y suis allée 1 fois 2 jours. Et moi, ma grand-mère habite en Guadeloupe, donc là où je vais 1000 fois par an, c'est en Guadeloupe. Je suis martiniquaise. Bon, après, on parle pas de 2 trucs complètement opposés et dans la culture et dans le physique, donc c'est un peu importe. Oui, t'es des Antilles. Mais le fait est que je suis pas rebeu. Ouais, t'es pas rebeu. Ça. Et ça, en casting. Et t'as une tête de rebeu. Mais alors, et en casting. Mais ma fille, le nombre de fois. Où tu passes des castings pour Malika, Karima et compagnie. Ouais, mais même pas, parce qu'on m'a dit, mais tu parles pas arabe. Ah, mais. Et je suis là, mais non, mais du coup, je suis pas assez foncée pour faire une vraie tismée Afrique-Antilles. Donc, je peux complètement faire rebeu, mais je parle pas arabe. Et vraiment, 3 fois en casting, on m'a donné le conseil, apprends l'arabe. Apprends quelques phrases. Et le truc qui m'a vraiment saoulée, c'est apprends quelques phrases pour faire des arabes de banlieue. Oh, donc le conseil, c'était vraiment apprends des insultes. Qu'est-ce que c'est? Achète des TN. C'est sistra, gênant, achète des TN. C'est sexiste et raciste. Il y a rien qui va. Tout est gênant là-dedans. Et t'es là, mais... Encore, apprends l'arabe, je te dis. Allez, non mais tu vois, des requins, stage Avdas pour apprendre l'arabe littéral. Tu vois, ça pourrait être joli, ça. Tiens, j'apprends l'italien, j'apprends l'arabe, mais c'est là, non, apprends à insulter des flics. Et voilà. Et tu vas être bien, tu auras une carrière, tu peux avoir un César. Donc les castings, je me suis dit, non, de toute façon, au niveau du physique, j'ai le cul entre 2 chaises, j'ai le cul entre 2 chaises au niveau de l'âge aussi. Parce que je fais ni beaucoup plus jeune, ni beaucoup plus vieille, mais bon, du coup, on s'en fout. Du coup, bon, voilà. Donc, mais je crois que je suis très bien sur scène, Ed, qui je suis. Hein. On est bien. Et à chaque fois que je vois tes photos en Guadeloupe, sur Instagram, on te sent, mais tellement bien.
mais tellement bien. Et je n'ai vu que des hamacs. Il y a un truc avec les hamacs. Il y a que une photo, un hamac, un palmier, un hamac. Ouais, parce que tu sais, les psys ou les gens qui font de la méditation, ils te disent qu'il faut toujours avoir une safe place dans ta tête. Et moi, j'étais un peu angoissée quand j'étais petite. Enfin, je m'endormais très tard. J'avais beaucoup de mal quand j'étais petite, vraiment entre 8 et 12 ans, au moment d'aller me coucher. Tu sais, comme plein d'enfants, parce que la nuit tombe, c'est une angoisse et que je voulais pas aller me pioter et tout. Et ma safe place, c'était ce petit hamac dans le jardin, en Guadeloupe, chez ma grand-mère. Il y a un vrai truc, et je l'ai gardé. Et c'est vraiment le seul endroit au monde. Rien ne peut m'atteindre. Tu peux m'annoncer un crash boursier quand je suis dans ce hamac. Ça va. Bon, par contre, quand j'en descends, ça se complique. Les endroits, il faut pas que je mette le pied dans l'herbe. Mais non, mais on a un jardin sympa. Puis c'est les vacances. Et puis, je sais pas si toi, t'as un endroit particulier. En tout cas, où tu te sens bien, où tu te sens hors d'atteinte. Et où le piano s'accorde tout seul quand t'arrives. Au Maroc, c'est cool. Ouais, c'est cool. Où t'as plus besoin de jouer de game, ni rien. T'as pas besoin de prendre tes fleurs de bac. T'es là, mais je suis fou. Okay, ouais. Yes. Ouais, absolument. Tu clopes moins. Tu clopes ? Moi, je fume. Beaucoup ? Non, 4-5 par jour, tu vois. Je t'ai jamais vu avec une clope dans la bouche. J'essaie, tu vois, j'ai ma clope électronique, tu vois, mais j'essaie. Je t'ai pas vu dans les loges où tu sortais à Chabat, où de toute façon t'es obligée de sortir. Ouais, mais tant mieux. T'es très discrète là-dessus. Ouais, j'essaye de pas avoir... Ça ne sent pas. Ça ne sent pas le... Mais écoute, parce que un jour, j'ai un pote qui s'appelle Adrien qui m'a dit, tu sais, la meuf avec une tige tout le temps dans la main, c'est classe que dans les films de Redburn. Et j'étais là, c'est vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Très bonne remarque. Dans la vraie vie, ça fait plus... Corinne Messiro. Enfin, Audrey Hepburn, tu vois, c'est pas la même image. Tu vois, ça fait plus PMU que la meuf très classe de Mad Men. Petite Fanny, Donc, j'essaye de pas me griller une tige à 8h du matin avec le café quand je suis avec des gens. Je garde ça pour chez moi. Et alors, le papa, c'est la Guadeloupe et la maman, la métropole ? La maman, ouais, c'est complètement la métropole. C'est l'est de la France même. Hein. Donc, on est sur la vraie bonne grosse métropole. Et toi, t'es née où ? À Paris, meuf. T'es née à Paris ? Ouais, je suis née à Donc, elle est venue Paris 17. Alors, attends, mes parents... Ils se sont rencontrés à Paris, parce que mon père bossait entre Paris et la Guadeloupe. Mais ils se sont rencontrés, je pense, en tout cas, tu en viens région pas parisienne. Là, tu viens pas de province. Je suis née à Paris. Après, ils se sont séparés tôt dans le parcours où j'avais genre 1 an. Et après, moi, j'ai vécu avec ma mère dans l'est de la France. Donc, de 1 an à 17 ans, j'ai quand même vécu à côté de Troyes. Et une fois que j'ai eu mon bac, je suis revenue. Et mon père était à Versailles. Et je suis revenue à Paris. J'ai pris mon premier appart à 17 ans. Ce qui était... C'est hyper tôt. Franchement, si j'ai un conseil... Ne le prenez pas. Pour tous les parents qui nous écoutent, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Une fille de 17 ans, toute seule dans un appart à Paris, c'est trop tôt. En quoi c'est trop tôt ? Parce que c'est le bordel, trop tôt. Franchement, j'aurais vraiment aimé te raconter une belle histoire de c'est trop tôt parce que tu fais la teuf, parce que tu claques ta thune, parce que tu manges de la merde, mais c'est trop tôt psychologiquement. Moi, c'est pas trop tôt si t'as vécu à Paris, mais moi, je suis arrivée, j'avais pas de potes. Donc, je me suis fait des potes assez vite à l'école, mais bon, tu fais pas apéro tous les soirs tout de suite, quoi. Mais c'est trop tôt pour se retrouver seul 24 heures sur 24. C'est violent comme ville, c'est Paris. agressif, bien sûr. Tu vois, c'est une capitale, j'étais au fin fond du 15e, et c'est... tu vois, quand t'es ado, parce que pour moi, 17 ans, c'est encore ado, même si tu parles pas à tes parents, même si t'as envie de bouffer devant la télé, que ta mère doit insister pour dire le dîner, on pose les portables et tout, et même si tu le fais de mauvaise grâce, il y a quand même des gens autour de toi. Ouais, il y a un cadre, Ouais, à 17 ans, quand t'es tout seul, t'es là, personne me fait chier, c'est marrant de moi. Mais au bout de 3, t'es là, personne me fait chier, quoi. Personne. Vraiment personne. Et le mot qui est resté, personne. Voilà. Donc c'est un peu tôt, mais c'était cool. Alors moi, j'aimerais savoir un truc. Quelle a été la plus grande dinguerie que tu as vécue sur scène ? Une dinguerie, que ce soit une dinguerie heureuse ou malheureuse, un truc stylé ou pas stylé, ou les deux. Le grand kiff que tu as eu. Une dinguerie. Où tu t'es sorti de scène, tu t'es dit, putain, la dinguerie que je viens de vivre là. Parce que tu as gagné des prix. Ouais. Est-ce que ces prix-là, c'était des moments de grâce ? Est-ce que tu as eu un moment de grâce sur scène ? Il y a eu des... C'est rare de les avoir. Je crois qu'il y a eu ma première... En fait, j'ai fait 8 mois à la Petite Loge
où T'as il y a fait la eu- petite loge? Ouais, Ah, respect, meuf. la petite loge. Ah, t'as Il y taffé, a là. eu des grosses dingueries à la petite loge. Alors, pour ceux qui nous écoutent, la petite loge, c'est un petit théâtre. Ah ouais. Il y a combien de places à la petite loge? 22, ma sœur. Il y a 22 places et quand tu rentres, il y a T'es la dans- rue. C'est la rue. Ouais. Je sais pas comment vous expliquer. Il n'y a pas de préambule, il n'y a y a pas de pas hall, de- il n'y a pas y de a- préliminaire. Il n'y a rien. C'est sec, mais d'une sécheresse, C'est sec. frère. C'est comme si t'allais... Mais vraiment, c'est Rocky qui retourne vraiment taper Ouais. dans la viande. C'est du... Oh, Mais faut c'est é- Non, mais vraiment, c'est le game Et dans... c'est le meilleur ring de Ouais, boxe c'est un de vrai monde ring. pour commencer. Parce que le premier rang, quand je te dis que t'es assis sur leurs genoux, t'es assis, c'est-à-dire que moi, les mecs posaient leur manteau. En plus, l'hiver, t'as les doudounes North Face pliés en 14. Et tu sais, le truc, ça fait comme une couette que tu ranges dans les trucs. Je suis tu tires. choquée. Bien vu, bien ouais. La petite loge, c'était fou. Et le dernier rang, tu le vois. Oui. Enfin, là, tu vois, les gens nous écoutent, mais Amel et moi, on est séparés par une table. C'est comme si elle était au dernier rang. Oui, C'était- voilà, c'est ça. C'est la petite loge, c'est ça. On est J'ai un sur une très pro- grand respect pour La ceux qui petite font loge ça. en termes de Covid, c'est impossible. La distance, il faut qu'il y ait une personne. Un public de 1. C'est pas la plus grosse dinguerie, la petite loge. Mais je suis sortie de la petite loge, j'ai fait Avignon. Je t'expliquerai Avignon, il y a une dinguerie à Avignon. Et après, j'ai commencé au Métropole Théâtre, donc, qui est l'ancienne Comédie des Boulevards, qui est d'un coup 100 places. Et la première, au fond, si je compte pas Avignon, qui est quand même une expérience très particulière que je mets hors ce que tu fais à Paris, je suis passée de 25 à 100. Et la première au Métropole, moi, j'avais l'impression d'être Madonna qui faisait son zénith, en fait. Je venais de signer avec une prod, donc j'avais toute la prod qui était là, qui m'avait fait des cadeaux en loge. J'avais des potes et des inconnus, parce que la petite loge, 25 personnes quand tu démarres. Moi, les gens, ils me connaissaient pas, j'avais pas de chronique nulle part. Donc, j'ai rempli 6 mois avec des proches et des proches de proches et des potes de proches et ta boulangère qui vient et les potes de tes parents, parce que 25, tu fais complet très vite. Donc, j'ai annoncé des complets sur Instagram, mais qui étaient complets de mes potos, les 25 même qui sont revenus 150 fois. Donc, la première salle, j'ai été complet à ma première au Métropole, la première date où t'es complet avec des inconnus, où tu te dis, vous venez pas pour me faire plaisir. Bon, déjà, c'est une autre pression parce que t'es là, tu vas pas te forcer à rire parce que je t'ai fait un colombo la semaine dernière. Si c'est de la merde, tu vas pas te forcer. Et ça s'est hyper bien passé. Et les gens étaient morts de rire. Et tellement que j'ai perdu mon texte 1000 fois parce que je regardais les gens au deuxième rang, j'étais là, vous, je vous connais pas. Et vous riez à un truc que je dis, pas par compassion. Et en plus, vous avez payé. Et je vous en donne pour votre argent. Et c'est très bizarre. Et c'est chambé. Et c'est vraiment à cette date-là que je crois que j'ai commencé à faire du stand-up. Parce qu'avant, c'était juste quelqu'un qui avait un texte et qui essayait d'aller au bout de son stress. Et qui essayait de... Moi, les 8 mois de petite loge, c'était 8 mois où si j'arrivais à dérouler l'heure sans avoir vomi de stress, c'était gagné. J'ai commencé à prendre du kiff très tard. Parce que je souffre du trac. C'est normal. Donc là, normal, ouais. mais à Avignon, ça te soigne un trac. Hein. Quand tu l'as fait 28 fois d'affilée, après avoir flyé sous 129 degrés dans cette putain de ville, qui est juste un sauna, finalement, au bout d'un moment, le trac, tu l'as plus. Donc cette première date au Métropole, C'était une dinguerie. Était une dinguerie. Ouais. Il y a une autre dinguerie à Avignon qui était une dinguerie très Et chelou. Avignon, tu l'as fait juste avant. Je l'ai fait juste... Avignon, c'était été 2019 et j'ai commencé au Métropole en janvier 2018. Et entre les deux, il y a eu... je faisais des plateaux, machin. C'est très important de faire Avignon, je trouve, pour te vacciner, pour que tout passe crème après. C'est dur. Oui. Hein. Je l'ai fait un jeu. C'est un kibbutz. Hein. Oh là là. Ça dépend Qu'est-ce dans que c'est quel... dur. Ça dépend à quel moment de ta carrière tu le fais. Ouais. Quand tu le fais après, quand t'as une production, qu'il y a des gens qui flyent pour toi, Ouais. machin. Mais là, moi, c'était vraiment mon premier Avignon avec un spectacle que personne ne connaissait. Donc, j'étais dans le théâtre le moins cher, T'étais où? au Clash. Je connais pas. Carrément, je sais. carrément, je sais, ma sœur. Je connais pas. Mais... J'avais pas de production. J'allais flyer, quoi. De 14h à 17h30, je jouais à 18h, il n'y avait pas de loge. Le théâtre, on changeait derrière le bar. Je me passais un coup de lingette sous les bras et ciao, bonsoir. Et en plus, j'étais à un moment de ma vie qui était compliqué. Je suis partie post-rupture 2 jours après à Avignon. Donc en fait, ce Avignon, j'ai un blackout. On me dit, les gens me disent, on s'était croisés à Avignon, je suis là. Meuf, ça m'a demandé tellement d'énergie juste de monter sur scène 28 fois d'affilée. Et j'ai fait un burn-out en sortant de là parce que c'est épuisant. Les gars, Avignon, prévoyez 1 mois de vacances après. Moi, je bossais encore à la boutique, donc dans mon job alimentaire. Donc j'ai fini Avignon le 29 juillet. J'ai recommencé à taffer le 3 août. T'étais épuisée. Erreur.
Ah, Et bien alors, sûr. c'est fatigant, mais ouais, mais comme tu dis, c'est hyper formateur, quoi. Avignon plus petite loge, tu sors de là, t'as une carapace. Alors... Allez-y. Ouais, allez, Rien ne peut un m'arriver. bide. Pff. Et alors, le bide, le plus grand bide. Voilà, attends, Un truc relou. parce qu'il y en a eu, mais parce que j'ai... Tu sais, toi-même, tu sais qu'il y a des bides, tu t'en fous. Oui, plusieurs. Ouais, Ouais. En plus, moi, ça y est, Ouais. vraiment. Ou Attends, un truc je serais- chelou qui s'est je passé serais- sur scène. Un truc... Ouais, bah Avignon, un truc mi-marrant, mi-chelou, mais non... j'avais une blague sur le braille où je parlais de mon acné post-juvénile en disant que c'est une vanne que j'ai toujours, que quand j'ai tellement d'acné que quand je touche mon front, c'est écrit t'es moche en braille. Bon, les gens rient et je vois un mec se lever au 3e rang. Oui. Un soir à Avignon, écoute, un soir où... Parce que j'ai... Ah putain, j'ai plein de dingueries parce que ma dernière semaine à Avignon, on était à 4 personnes dans le public en moyenne. Ah ouais, Mais là, on- c'était sur le week-end du 15 juillet, complet. Et le mec faisait du surcomplet. Il faisait de la survente. C'est-à-dire qu'on était dans une salle prévue pour 50 personnes. Il m'a rentré 80 personnes sur des chaises de jardin sans la clim. Donc les gens et moi-même avaient envie de crever. Parce que y a... Meuf, c'était le Titanic à l'envers, en fait. On était tous là, d'accord. Et je voyais dans les yeux des gens... C'est drôle, meuf, mais on est en train de fondre. on On n'a est pas des de putains de force. candélabres d'église, on est en train de fondre nos races. Et je voyais des gens se sentir mal. Donc tu vois les gens se faire du vent avec les flyers. Et je fais la blague sur le braille. Et je vois un mec qui se lève et qui commence à déranger tout le monde. Et qui vient vers la scène et qui monte sur la scène. Et je mets tellement de temps à capter que c'est un aveugle. Avec sa canne, qui fait chier tout le monde, qui a beaucoup ri à la blague, qui a beaucoup ri à cette vanne, mais qui vient me serrer la main. Il vient me serrer la main sur personne pour cette vanne qui l'a fait mourir de rire. Mais frère, t'es malvoyant. Donc déjà, en temps normal, le temps de se lever et de faire chier toute la rangée, d'accéder à la salle, il fait 100 degrés, c'est long. Parce qu'en fait, faut t'imaginer, meuf, c'est que le temps qu'il le fasse et que les gens l'aident, le prennent par le coude. Et moi, je continue pas à parler. Donc, une fois que t'as bu de l'eau, du coup, j'attends qu'il arrive. c'est long. Et il y a un temps de pub. Et vraiment, je dis aux gens, s'il y a des gens qui veulent pisser, fumer des clopes, c'est le moment. Donc il y a des gens qui vont pisser. Mais où sont les toilettes? Et bah sur la scène. Les toilettes sont à ma droite sur la scène. Donc t'as un espèce de moment entracte. Sauf que le mec, il me coupe au milieu d'une vanne. Donc quand je reprends la fin de ma phrase, à peu près 25 minutes plus tard, ça ressemble plus à rien. Et je crois que cette date, j'ai jamais réussi à remonter parce que faut savoir que j'improvise pas parce que je sais pas le faire. Donc j'ai repris le truc, le texte, pile poil là où j'ai laissé. Et c'était hors de question de changer un seul mot. Et les gars, on va tous bien faire comme si c'était rien passé. Sauf que les gens sont là. Meuf, il y a un film juste à écrire sur ce moment. Donc ça, c'était... c'est drôle, putain. Mais toi qui as fait Avignon, je trouve que ce qui est quand même charmé, c'est que c'est un festival qui est en plein été, dans une ville restaurative, avec des terrasses de dingo partout. Donc, quoi qu'il arrive, tu sors de là à 19h et t'es là, ok, des potes, des clubs, Apéro, du rosé. ambiance. Oui, oui. Et tu restes pas sur une mauvaise... Non, ou en tout cas jamais. sur une expérience chelou, Ah parce ouais. que de toute façon, on est déjà demain, il faut déjà aller reflayer dans le four. Donc... Et ce jusqu'à fin juillet. C'est très, très long. C'est très, très long. Ah ouais, donc t'as fait tout ça, t'as fait tes formations. J'ai hein. fait mes armes. T'as fait J'ai tes armes. mais je sais pas comment... Quand les musiciens, tu fais tes gammes. Tes gammes. T'as fait tes gammes. Ouais, ouais. Et alors, dis-moi, est-ce que t'as déjà fait une dinguerie par amour? Oh. Ouais. Ouais. Oula. Là, il y a un truc qui est passé dans... Je t'ai vu Dans mes dans yeux. les yeux, tu t'es dit, hop, je lui dis pas, dis. Je suis... ouais, j'ai déjà fait une dinguerie après... L'amour est une dinguerie. quoi L'amour qu'il. est une dinguerie. Moi, je trouve que en 2020, être en couple et choisir d'être en couple et de faire des enfants, c'est une dinguerie. Non, mais c'est un putain de combat. C'est beau de faire ce choix-là. Non, une vraie dinguerie... genre en dur. En dur. Non, mais Pas en solide. mou, en dur, non, mais oui. pas en philosophie, oui, Oui, mais oui. l'amour, la vie est une dinguerie. Non, bah, on m'a fait. Quel train t'as pris? Dis-nous. Oui, quel maintenant. train, quel avion. Voilà, c'est ça. Je suis revenue de. Donc, il y a un garçon avec qui je suis restée quelques années. Il y a quelques années. Et on a mis très longtemps à se mettre ensemble. Ça s'est tourné, ça s'est vraiment reniflé le fion pendant 6 mois. Dieu que c'était long. Et moi, je me rêvais de lui et je me couchais tous les soirs vraiment en mode... j'avais pas la même confiance et puis j'étais plus jeune, j'avais 21 ans, en mode... franchement,
Si j'arrive à l'embrasser à une soirée, c'est déjà tellement gagné. Waouh. Tu vois, je me suis dit, si ce mec, j'arrive déjà juste, il me pécho un soir, un peu alcoolisé, franchement, j'ai déjà gagné le jeu. Long story short, on est restés ensemble longtemps. Et on finit par se mettre ensemble. Donc, on se tourne autour pendant 6 mois. Il a une meuf. Donc, moi, un soir, je prends mon courage à deux mains. Je lui dis, mais est-ce que... mon courage à deux mains, c'est envoyer un vieux texto alcoolisant en disant, est-ce qu'on n'est pas tout, est-ce qu'il y a plus? Et il me fait une réponse de mec droit qu'il est. Bah, je t'avoue que je me suis posé la question, mais j'ai une nana, elle habite loin et c'est compliqué, mais le fait est qu'on est potes, quoi. Je suis évidemment effondrée, donc là, ça y va, et que ça chouine, et que ça chiale et machin. Et au final, je me suis dit, on va arrêter d'être potes, et la complicité qu'on a fait que je n'arrive pas à être pote avec lui, donc continue à être pote. Et à la fin de ces 6 mois, parce que j'étais en stage, en fait, et qu'il bossait dans la boîte où j'étais en stage, on finit par se choper, et sauf que moi, dans ma grande dinguerie, par amour, c'était le moment où je finissais mon stage de fin d'études. J'avais pas de CDI pour la rentrée. J'avais des potes qui partaient en Erasmus dans tous les sens. Erasmus. Moi, je savais pas quoi faire. Ouais. J'étais avec une pote, son mec était au Cambodge. Elle m'a dit, tu veux pas vivre à Londres? Et j'ai dit, tu sais quoi? Si je dois ne pas être avec ce mec, c'est hors de question que ça soit parce qu'il a une meuf. On sera pas ensemble parce qu'on n'est pas dans le même pays. Je rends mon appart. La boîte me propose plus ou moins un CDD. Et je dis, non! Je vais aller vivre à Londres. J'ai pas du tout envie d'aller vivre à Londres, mais j'ai tout vendu. J'ai vendu mes meubles. Enfin, la valise, elle est faite et on se chope genre 1 mois avant que je parte. J'avais les billets, tout. Et je me suis dit, je vais partir. Et puis, on s'est dit, tant pis, on va faire un peu le truc à distance. Et mes potes me disent, meuf, ça fait 7 mois que tu te rêves de lui. Ça y est, vous êtes ensemble. Et en plus, le jour où on s'est pécho, lui, c'est quand même un mec bien. Et moi, je lui ai dit, écoute, par contre, pas de second rôle. C'est si on se pécho, je suis ta meuf. Ouais. Donc il quitte l'autre meuf en mode très très propre. On fait rien tant qu'il l'a pas quitté. C'est bon, on est ensemble. Je me barre 3 semaines après, putain. Waouh. Et lui, il me fait une dinguerie, il me fait un petit paquet. Tu sais, il me fait une dinguerie de film. Il insiste de ouf le matin de mon départ en Eurostar pour que je prenne un taxi pour aller à la gare à 7h du mat'. Et je suis là, vraiment, tu me casses les couilles, le train est à 11h30. En fait, pourquoi tu veux me foutre dehors? Et dans mon portefeuille, je vois que j'ai un petit truc avec un numéro de casier de la gare, de consigne, et qui m'a fait tout un jeu de piste à l'intérieur. Wow. À l'intérieur de la gare. Ah ouais. Avec des cadeaux à les récupérer. Donc, meuf. Ah non, mais t'as bien choisi le gars. Quand le train part. Waouh. Quand le train part. Je suis en mode Rachel, dernier épisode. Je suis en mode, mais qu'est-ce que je fous? Mais qu'est-ce que je fous dans ce train? Sauf que la vie, c'est pas un film, parce que t'as loué ton voyage de jeunesse à 5500 pounds la nuit, et qu'il y a ta pote, et que t'as rendu ton appart, et que j'ai plus de meuf, j'ai plus rien. Et le train part, et je me suis dit, mais on va pas y arriver à distance, en fait. C'est de la merde, parce que moi, j'ai envie de le voir tous les jours de ma vie. Donc c'est nul. Donc meuf, on est allé à Londres, on a fait 10 jours pour la forme, et puis on est rentré, quoi. Waouh, c'est une belle histoire. Hein. Et tous mes potes, tu vas pas regretter d'être rentré de Londres, et on a fait 7 ans. Donc, d'accord. On a fait 7 ans derrière. On a fait 7 ans, ok. Donc j'en mets, et aujourd'hui c'est plus le cas, mais c'était une belle histoire qui s'est bien terminée, donc il y a aucun de regret. Et puis Londres, quand même, c'est pas... Je pense qu'on est pareil, c'est pas là où on a envie de s'exiler. Moi, si je m'exile, c'est qu'il y a du soleil ou faut de la... Enfin, non, pas Londres. Donc ouais, c'était une belle dinguerie, mais c'était une dinguerie qui a répondu à sa dinguerie à lui. Ah oui. Ouais. Il est génial. Ouais. Le jeu de pistes, les surprises. T'aimes bien les surprises? Ah écoute, en vieillissant de moins en moins. Tiens. Ah ouais? Ouais, après, je sais... Tiens, ça, c'est une question que je vais te poser aussi. Ouais. Mais je trouve que le stand-up, plus j'en fais, plus... je suis exposée à mon échelle de bébé notoriété, calmons-nous, je suis pas... voilà. Mais bon, t'es un peu exposée parce que tu fais de la radio, et puis même si t'es pas une star, même quand tu joues ton spectacle et qu'il y a 100 personnes, c'est 200 yeux du coup sur toi pendant 1 heure. Et plus j'avance là-dedans, plus j'aime être sous le radar dans ma vie de tous les jours. Plus l'attention est portée sur moi pendant mon spectacle, mes chroniques, plus dans mon intimité... ouais les gars, mais vous savez, je suis là, vous pliez pas trop en 4 pour moi. Ça a un peu soigné ce besoin d'être centre de l'attention. Tu vois, où j'adorais qu'on me fasse des surprises pour mon anniv, genre allez, c'est mon jour, je suis la star, faites-moi des cadeaux, machin. Et là maintenant, limite, ça me met mal à l'aise, j'aime bien être sous le... Je dis, non mais moi, vous savez, je suis là, ça me fait plaisir, mais oula.
Pareil ? J'ai pareil. J'ai la même sensation et tous ceux avec qui je parle ont la même chose. Pas trop de surprises, pas trop... on discutait même avec Ahmed Sparrow, lui, aime aussi, est de moins en moins drôle dans la vie privée, en fait. Justement, pour pas prendre toute l'attention. Ah non, j'ai l'impression qu'on vit tous le même truc. Ouais, après, les surprises à deux, en couple, oui, j'adore en faire et j'adore qu'on m'en fasse quand c'est ton mec. Mais tous tes potes, tu rentres dans ton appart, ils t'ont eu une surprise et puis, meuf, on a été dans tous autant qu'on est. On a trop été embrigadés dans des cagnottes litchi et dans des EVJF pour quand on te le fait pour... Non mais, je te jure, du coup, quand on te le fait pour toi, tu sais que ça a été chiant pour tout le monde. Oh, c'est une galère. Tout le monde te tend le cadeau. Ah, ça nous fait trop plaisir. Tu sais qu'il y a une pote qui a dû être casse-couille depuis 6 mois avec 74 personnes pour dire « Les gars, J-10, s'il vous plaît, participez. Et après, je vous fais plus chier. » Et moi, de se dire que tout ça a été fait pour moi, tous ces gens qu'on a relancés, tous ces gens qui ont mis des sourdines en conversation pour m'offrir un sac que j'ai pas spécialement demandé. Je suis là, non, venez les gars, on se fait tous un bon resto, ça me fait plaisir. Et je comprends tu vois, les enfants de stars, les Britney Spears, les mecs... Je comprends les gens qui ont l'attention comme ça. T'imagines, depuis qu'ils ont 7 ans, meuf. C'est insupportable. T'imagines, tout le temps, tu peux pas aller chercher. Parce que nous, en France, on a un star system plutôt sain. Hollywood, tu peux pas aller chercher du pain, quoi. C'est les mecs qui sont sur ton cul. Ils ont la culture des paparazzi qui viennent très très proches de toi, qui t'emmerdent. Moi, on serait rasé la tête il y a 1000 ans. Eh bien, comme tu n'aimes pas les surprises, j'ai une surprise. Yes, pardon. Oui, j'ai dit qu'à deux, ça allait. Hop. Oh là là. The first one. Tu fais des cadeaux et tout. Voilà. Oh là. Arrache. Ça sent le petit sac à bouteille, hein. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle est forte. Qu'est-ce que t'es forte. Mais pourquoi t'es forte comme ça? Parce que je bois beaucoup, Amel. Ah, ça me... Oh là, vin et spiritueux. Tu connais? On est très bien... Ouais, bien sûr. On est très, très bien reçus à la dinguerie room, hein, je tiens à le préciser, parce qu'en plus du cadeau, il y a plein de bébés dingueries sur la table. Des bébés dingueries pleines de glucides. Et t'en parles en plus dans ton spectacle. Ah ouais, du c'est vin, pour ça que j'ai... de ton psy... Ton psy s'appelle Côte-du-Rhône. Côte-Rôti, merci beaucoup. Benjamin et David, tu connais? Eh bien, je bois pas d'alcool. Du tout? Mais on a pris la meilleure bouteille. Eh ben, merci beaucoup à tous les gars. C'est trop cool, je suis trop touchée. The second one. Non mais écoutez, il fallait me dire merci beaucoup. Et je vais te faire une phrase hyper cliché, mais moi, j'ai rien. Tiens, prends un Smarties. Merci. Prends un truc que t'as mis toi-même sur la table. Non, mais dans une atmosphère feutrée, les cadeaux, j'aime bien. C'est là, vous gênez pas. Alors, qu'est-ce que tu découvres? C'est un livre sur les chats. Bernard Weber, encyclopédie du savoir relatif et absolu des chats, tout sur les chats, raconté par un chat. Ça fait référence. C'est un clin d'œil au spectacle. Exactement. C'est complètement un clin d'œil à... Parce que tu dis que t'es flemmard de... Il y a une production derrière. Je dis que j'aimerais être un chat. Oui. Parce que j'aime beaucoup dormir et faire caca, notamment. Mais qui sont deux besoins vitaux. Trop cool, merci beaucoup. Et tu sais que j'hésitais à prendre un chat. Alors, et pourquoi tu l'as pas pris? Parce que j'habite en 30 mètres carrés au 6e étage et que je vois pas comment ça peut bien finir. Tu crois? Ouais. Ouais, je pense que je vais me contenter du livre et que je vais dévorer en buvant du vin rouge. Merci beaucoup pour tous ces cadeaux. Je suis trop touchée, c'est charmé. Avec plaisir. Morgane, dis-moi, quelle serait pour toi la dinguerie à venir? Parce que là, moi, je sens qu'il y a un petit truc qui se passe pour toi. Ça, tu le sens, de toute façon. Tu sens, t'as la chronique à la radio, Inch'Allah, tu reprends le spectacle en septembre, donc tu auras déjà eu des gens qui t'ont suivi à la radio pendant 1 an, qui vont venir te voir. Normalement, les salles seront pleines. T'as un attaché de presse, ça y est, t'as une bonne équipe. Et là, qu'est-ce que tu vises? Honnêtement, la dinguerie à venir, ça serait... En fait, parce que moi, il s'est passé un truc très chelou cette année, c'est que j'ai eu France Inter en quotidienne, donc ce qui est quand même un vrai tremplin, surtout pour les humoristes. Enfin, les humoristes de France Inter sont connus pour être qualitatifs, quoi. Et France Inter, de notoriété publique, t'aide à remplir ta salle. Mais moi, c'est tombé pile poil au moment où je n'ai pas eu les retombées. J'ai commencé France Inter en septembre, j'ai joué mon spectacle jusqu'à mi-octobre.
Donc, à aucun moment, j'ai rencontré les gens qui écoutent. À aucun moment, j'ai vu dans quelle mesure ça remplit la salle. Donc, je pense que si j'essaye d'être positif, la dinguerie que j'espère, que j'aimerais qu'il arrive et qui peut-être va se passer, c'est que dès que les théâtres vont réouvrir, je vais vivre ce que j'ai jamais vécu, à savoir être complète, sans avoir à faire de promo. Parce que moi, j'ai toujours martelé, venez, c'était le jour, machin. Là, je sais pas du tout l'effet France Inter par rapport au remplissage de la salle est inconnu. Donc, est-ce que va y avoir une dinguerie où au bout de quelques mois, on va faire un saut de jauge et que je vais faire une salle plus grande, ce qui serait ouf parce que ça voudrait dire que là, je suis dans une salle de 100 personnes 3 fois par semaine. Mais imaginons que tu fasses une salle de 200 une fois par semaine. Bah, ça voudrait dire qu'en 1 an et demi, je suis passée de 22 à 200. Donc ça, c'est quand même, en termes de grand écart, c'est quand même fou furieux, quoi. Est-ce que tu as déjà fait une tournée avec ton spectacle ? Tu as déjà rencontré un peu la France ? Un tout petit... mais un tout... Tu sais, c'était des bébés dates dans le cadre de festivals. Où soit je jouais, donc en c'était plateau, rare de jouer leur... Ouais, déjà on en l'a plateau. fait ensemble à Saint-Étienne. Ouais, j'ai fait énormément de plateaux et de festivals comme ça, mais l'heure entière, vraiment la tournée où tu pars, où tu dors à l'hôtel, où tu pars faire ton spectacle 2-3 fois de suite dans la même ville, c'est rare. Je l'ai fait un petit peu à Lyon l'année dernière et c'était trop chambé parce que... T'as joué à Lyon, toi ? Oui, plusieurs fois. Le public lyonnais, il est rodé à l'exercice, quoi. Ils connaissent. Donc, ils connaissent, ouais. Donc non, c'était très cool. Mais et toi, j'ai envie de te demander, et toi, toutes les questions. Dinguerie. Ma dinguerie à venir, écoute... Je veux savoir la dinguerie par amour aussi, tu te doutes bien. Par amour ? Ouais. Ah, la dinguerie que j'ai faite par amour. Non, mais moi, laisse tomber. Je suis une grande amoureuse. Je prends des avions très rapidement. C'est vrai ? Faut pas me chauffer. Hein. Ah ouais, tu commences à m'envoyer un message de tu me manques, putain, tu me manques. J'aimerais que tu sois là. Hop, t'ouvres les yeux, t'as dormi, hop, elle est là devant. Peut-être c'est flippant même. Peut-être c'est flippant. Vrai. Ah, j'ai fait je te prends des avions. Laissez pas l'adresse des BNB si vous voulez pas qu'on soit dans la piscine au réveil aussi, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bien. Je suis très dans l'action, donc des dingueries, j'en ai fait mais des en général, kilomètres. C'est bien reçu. Ouais, c'est bien reçu. Mais ça fait un peu le bonhomme, quoi, presque. Tu vois, j'enchaîne. Ouais, quoi. C'est toi qui es un petit peu héroïque, quoi. Un peu. Ouais, mais tu sais, j'avais la discussion avec un pote il y a pas longtemps et on s'est rendu compte qu'on nous raconte toujours dans les films romantiques les histoires des meufs qui ont envie qu'on les intercepte à l'aéroport pour pas qu'elles prennent l'avion, mais pas toutes les histoires des meufs qui ont envie de le prendre leur avion et qui sont là, mais laisse-moi. Je veux pas, en fait. Mais qu'est-ce que tu fais là, Bertrand ? En fait, je vais monter dedans parce qu'en fait, le billet va coûter 1 700 €, donc je vais y aller en Australie. Et tant pis. Et j'aime bien m'imaginer parfois ce qui se passe après le générique du film. Si, je vais le prendre l'avion. Hein, parce que j'ai quand même prévu, il y a 10 personnes qui comptent sur moi là-bas. Donc, on peut pas. Désolée, on ne peut pas. Voilà. Non, c'est exactement ça. Donc, voilà, les dingueries par amour. Tu vas. Ouais, j'y vais. T'es une amoureuse de l'amour ? Un peu. Ouais, faut faire attention. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, mais tu peux peut-être blesser comme ça, parce que quand tu es amoureuse de l'amour, t'es un peu cœur d'artichaut. Aussi. Ouais, mais ça du coup, peut plus être, souvent, tu blesses toi-même. Aussi. Franchement, tu blesses tout le monde, voilà, comme tout le monde est content. Une bombe dans la cuisine. Voilà. Mais non, mais j'adore ça. Moi, je joue le jeu, quoi. Franchement, j'aime vraiment ça. Je vais faire une phrase de télé-réalité, mais ça veut dire que tu es entière. Ah, avec ce petit accent. Tu es nature peinture. Les Marseillais, mais non, mais quand t'aimes à fond, mais c'est chambé. Enfin, franchement, faut faire des kilomètres. Moi, j'adore parfois, tu sais, là, en pleine nuit, sur une aire d'autoroute, tu vois un mec tout seul dans ta voiture et tu te dis, ça se trouve, il est en train de rejoindre il va niquer un mariage. Et ça se trouve, non, c'est un représentant de Fenêtre Triba. et le gars, il est entre 2 séminaires de la véranda. Et il en peut plus. Mais ça se trouve, il va rejoindre la femme qu'il aime. Et il va dire non. Oui, et il va dire, je t'aime. Moi, je m'oppose. Et elle va dire, à ce mariage. Ouais, mais non, parce qu'il a coûté 17 000 €. Et que je peux pas. Parce que j'ai 2 crédits sur le dos. Et que je suis enceinte de 12 mois. Donc là, tu vois vraiment. C'est pas maintenant. On peut pas. Reviens après. On va écrire un film. Ouais. Mais écrivons une comédie. Écrivons une romantique comédie. Honnête. Ouais. C'est très bien ce que tu dis. Honnête. Allez. Ouais. Eh bien, on va faire ça. Ça sera notre projet. Et non, mais sérieux, il faudrait réfléchir à ça. T'es auteur, moi aussi. Eh bien, on peut. Ça peut être ça très peut drôle. le faire. Parce que ça veut pas dire qu'il y a pas d'amour. Ça veut juste dire qu'il y a de l'amour honnête. Et que parfois, l'amour honnête, il est pas super bien épilé. Et non, mais tu vois, juste une scène de cul. Il est pas beau. Non. Ouais.
Une vraie scène de cul, c'est-à-dire où c'est filmée. compliqué d'enlever le truc, où t'as ton slim qui se coince dans ta cheville, où faut prendre le temps d'enlever les lacets parce que les Converse c'est relou, parce que on se déshabille pas d'une main comme ça. On n'a pas des escarpins tout le temps où ça vole. Non, ouais. tu peux pas. Et qu'on n'a pas tous le gabarit à pouvoir être soulevé d'une main sur une porte. Je suis désolée. On crée des lumbago à des gens qui n'ont rien demandé. Donc toi, Amel, tu es un petit gabarit, mais moi, permets-moi de te dire mais j'ai des qu'il y a plusieurs sciatiques qui connaissent mon nom. Bon. Non, mais tu vois, je sais pas toi, parce que on n'est pas exactement de la même génération, mais il y a une parole qui se libère sur le couple, la femme et tout. Mais je trouve qu'on a trop été éduqués sur cette image sexuelle des débuts d'une relation ou même du début de l'acte sexuel qui est facile, où du coup, dans la vie de tous les jours, c'est très déceptif. Alors que non, c'est juste normal. On se déshabille pas comme ça. Moi, j'habite au 6e étage, meuf. Donc la scène, le cut où tu te déshabilles sur la porte, déjà, il existe pas. Le cœur. Faut voir prendre, déjà. Est-ce que c'est pas genre j'ai eu envie de toi toute la soirée. Non, la première phrase c'est je peux te proposer une petite tasse d'eau parce que les verres sont pas propres. Donc c'est une tasse, un mug, un café expresso d'eau que tu remplis 12 fois parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc on va écrire ça, meuf. On va écrire ça, mais tu as raison, il manque beaucoup de comédies romantiques honnêtes. Ouais. Et allez, on va plancher sur ça. Merci Morgane, merci d'avoir été mon invitée. C'était chambé. Ah, ça me et fait longue plaisir. vie à la Dinguerie Room parce que c'est trop bien, l'endroit est trop beau, vous êtes trop chouette. Merci beaucoup Morgane. J'ai hâte qu'on se recroise tous. Merci. Bisous. Salut. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Morgane Cadignan. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Paul Fourrure, coordinatrice de production Alix Pénichon.